Salut à tous, épisode 2 de cette carrière test avec l'auto Soudal sur laquelle évidemment on va mettre l'accent sur les classiques, même si vous verrez en fin d'épisode que je parlerai d'autre chose, mais ce sera quand même aussi un petit peu lié. Trois petits points. À ce stade, on est toujours en observation du moral, du comportement de l'IA, de la forme du jour, etc. Mais il y a un truc moi, je suis d'accord avec les commentaires de ceux qui ont signalé ça. Il y a un truc qui était assez déplaisant en fait sur l'épisode précédent, c'est ceci. Regardez, c'est bon, Wellens qui prend la roue de Sharman, qui prend le sprint. Bon, ok, très bien. Ça, c'est anecdotique. Non, ce qui va pas du tout, c'est ces Strade Bianche là. On ne peut plus revoir un scénario où il y a 29 mecs qui sprintent pour la victoire sur les Strade Bianche et avec cet élargissement de la chaussée, alors que non, quoi. Non, 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 non. Et c'est vrai que il y en a ras-le-bol. Et alors c'est vrai que l'autre variant qui existe, hein, je vous ai déjà proposé, euh, pour moi il est pas mal, mais il pousse un peu trop les choses à l'extrême, mais à l'extrême de l'autre côté, quoi. Alors que regardez, il se passe quoi sur les Strade Bianche? Il se passe Moreno Moser en 2013 qui arrive en solo, il se passe Kwiatkowski qui arrive, en tout cas ils étaient à deux et puis il arrive tout seul en 2014, il se passe Tibar qui sur le plat, ça c'est amusant, sur le plat a chopé Van Avermaet, il a pris quelques longueurs d'avance, après on passe plus. Justement, le on passe plus, regardez, intérieur du virage par Cancellara, et derrière, on ne passe plus, là aussi. C'est terminé. Donc, élargir la chaussée à l'endroit du sprint pour, pour l'arrivée des Strade Bianche n'est pas un bon choix. Ça n'est pas un bon choix. Il faudrait la rétrécir, en fait, pour essayer de matérialiser le fait qu'on ne dépasse presque... Je n'ai pas vu quelqu'un dépasser au sprint, en fait, à cet endroit-là depuis 10 ans. Donc voilà, Kwiatkowski qui attaque de très très loin, bon ça à la limite, ok pourquoi pas. Benoît qui attaque dans le Tolf, ça on est capable de le voir dans le jeu, ça dépend un petit peu des scénarios. Alaphilippe qui l'emporte sur Full Sang, c'est pareil, sur la montée d'ancienne, bon. Donc le plus jamais ça, c'est un peu un coup de cœur où je vous dis mais pitié quoi, il faut qu'on ait un truc qui ressemble un peu plus au Strade Bianche, je vous en supplie. Bon, voilà. Après, par contre, sur Milan-San Remo, le constat était très positif. Après un Milan-San Remo, on va dire mitigé, que je vous ai proposé un autre, dans une autre partie, celui-là, par contre, était excessivement positif, puisqu'il y a des punchers comme ça qui se tirent la bourre, et au final, ça s'en va, ça se règle au sprint, avec quand même un peloton qui aurait peut-être pu déclencher les sprinters avant. C'est le seul bémol qu'en fait on pourrait apporter. Hein. Bon, on pense notamment à Gaviria. Mais allez, le scénario, il est correct. Il est correct, c'est des choses qu'on peut voir, en fait, sur Milan-San Remo de nos jours. Après, aucun commentaire sur Bruges-La Panne, ça sert à rien. Le plateau n'est pas suffisamment relevé pour qu'on ait une vraie explication. Et de ce fait, John Degenkolb qui prend au sprint, mais oui, mais ça c'est parce qu'on a la possibilité de dégoûter un petit peu l'IA, quoi, dans la manière d'emmener, hein, donc c'est juste lié à ça. En revanche, GPE3, moi je vous ai mis opportunisme max, parce que c'est comme ça que je la juge. C'est-à-dire qu'on va la rejouer 15 fois cette course, on va pas la gagner une seule fois, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, regardez, quand on a Wout van Aert qui... Vous allez me dire peut-être Wout van Aert s'est brûlé, c'est une possibilité. Mais n'empêche que s'il avait eu Sagan avec lui, peut-être qu'on aurait vu une course différente. Donc, ou peut-être que si l'un de nos coureurs y était allé avec aussi, avait relayé. Donc, on peut encore avoir des bonnes surprises, je pense, sur le caractère offensif de l'IA. Hein, j'ai évoqué cette question qu'on suit de près. Elle sert aussi à ça, hein, cette carrière test. Hein. Aussi pour tester les représentations de tel coureur est inscrit sur telle course, etc. etc. Et là, c'est John Degenkolb qui flaire le bon coup. Ma foi, c'est pas mal joué de la part de l'IA. C'est pas mal joué, simplement. Maintenant, Sagan, il est pris derrière, il doit rouler, il est un peu tout seul à pouvoir rouler, derrière ça roule plus. Il y a 3 mecs devant, il y a 4 mecs devant, pardon, dont 2 de Koenig Quickstep. Bon, il se trouve qu'après, il y a Wout van Aert qui emmène Tim Wellens et ça revient à 6, mais derrière, c'est plié. Et ça, c'est du cyclisme, hein. Derrière, ça s'entend pas, on n'arrive pas à reprendre, et puis par contre, les autres devant, ils se mordent les doigts parce qu'ils ont emmené avec eux quelqu'un qui allait un petit peu plus vite au sprint, et Wout van Aert avait donné trop d'énergie également. Donc, bon, moi je dis, ça ressemble à des choses qui peuvent exister, c'est pas mal, c'est juste opportuniste. Et puis après, sur Game, on m'a aussi évoqué la question de durcir la course sur les monts pavés. En fait, ça, vous savez, je l'ai déjà fait par le passé, de durcir sur les monts pavés, mais je n'y crois plus réellement.
parce que j'ai remarqué que sur le mode extrême, sur 2019-2020, là, l'IA est capable de se mettre minable et de rouler comme une damnée. Le durcissement, il est très délicat en fait. Si on a une équipe un peu cheatée, on peut durcir, je pense, en extrême, et on va encore avoir des forces pour emmener notre leader à la victoire, ou notre sprinter leader hein, éventuellement. Mais en revanche, si on n'a pas une équipe cheatée, ouais, c'est dangereux, franchement. C'est dangereux, ça peut se retourner contre soi avec victoire d'un Gaviria, d'un Groenewegen, d'un Viviani. Donc j'y crois modérément en vérité. J'y crois modérément. Bon, j'essaierai de le faire un de ces jours hein, quand j'aurai une équipe forte. Parce que là, les équipiers Wallace, Frison, etc., c'est pas exactement l'archétype de l'équipier qui, mis bout à bout, tous là peuvent emmener un durcissement jusqu'au bout, quoi, le faire aboutir. Donc voilà, c'est la petite nuance que je voulais donner. Peut-être un de ces jours, on se le tentera, mais avec une équipe un petit peu plus forte. Allez, dans cet épisode, tout commence donc par essayer de redonner confiance à Philippe Gilbert, qui n'a rien gagné, le pauvre, jusque-là. Et quoi de plus normal pour se donner confiance que le petit à travers la Flandre, 4 jours avant le Tour des Flandres précisément, Tour des Flandres qu'on verra juste après. Le plateau n'est pas ridicule, vous voyez, à Bettiol, Stibar, Terpstra, Pedersen, il y a quand même du monde. On peut pas dire que c'est ravagé comme ça l'a été d'autres années. Craig Anderson, bon, à la limite, ok. Dillier, il y aurait été probablement aussi. Mais il y a quelques coureurs là qui font bien plaisir. Et de ce fait, la course prend de l'intérêt. Alors, je vais jouer pour Gilbert, hein, bien évidemment. On va pas se faire de mystère là-dessus. C'est pour Gilbert. Donc, comment faire pour emmener Philippe Gilbert dans les meilleures conditions avec un Tim Wellens à plus 5? Je dirais c'est facile. C'est facile. Il suffit juste de manœuvrer, d'attendre le bon moment, et puis de rester présent à l'avant, me voir même à des moments de durcir précisément. Là, pour le coup, plateau moins relevé, on peut se permettre de durcir un petit peu plus. On a des petites chutes là aussi, pour Van der Sande, là, en la circonstance. Et donc voilà, bah, c'est parti pour une lutte quand même à l'avant, avec quelques bons coureurs. Donc moi, je vais vous le dire, ces Dwars d'Orvlanderen là, de cette version-là m'ont beaucoup plu parce que j'ai trouvé une course excitante en tant que joueur. Je l'ai trouvée excitante. Dès lors, je valide. Je valide à 100%. Je valide aussi le fait que le plateau soit un petit peu plus relevé, etc. Je valide aussi la présence en échappée de certains. Vous voyez, Kort Nielsen en échappée, ça me fait plaisir. Je vais pas dire qu'on l'a jamais vu, parce que c'est déjà arrivé dans d'autres ascensions. Vous avez ici Tony Galopin, qui fait partie des mecs de devant aussi. Bon ben voilà des choses qui animent bien la course. On n'a pas Pipo et Bimbo à l'avant. On a de très bons coureurs et ça peut permettre comme ça de renforcer l'intérêt. Ah oui, évidemment, pauvre Van Gouten qui s'est écrouté. J'ai subi pas mal de chutes. Je trouve que j'ai beaucoup de chutes avec le Tosoudal là, spécialement d'ailleurs, plus qu'avec les Andiamo Ragazzi. Donc étonnant jusque là. On va rentrer dans le final là, hein, de ces Dwars d'Orvlanderen. Et c'est vrai que je vais demander à Degenkolb de se dépouiller parce que on est sur une course vraiment axée sur Philippe Gilbert. Parce que, vous savez, il y a cette interrogation du moral. J'ai envie que Gilbert prenne ou reprenne le moral, parce il n'a pas claqué de victoire à ce stade-là. Donc faire rouler Degenkolb, qui en plus n'est pas nécessairement dans le meilleur jour de sa vie, on se réintéressera à son cas évidemment juste après sur le round, mais il va faire l'équipier sur ce coup-là. Yellow Wallace est vraiment, c'est Valaise d'ailleurs, hein, parce que les Belges disent V pour le W, mais Yellow Wallace qui est très fort ce jour-là, honnêtement. Il fait un très gros boulot, outre Tim Wellens aussi qui peut apporter pas mal à Gilbert. Et bon, on est en approche là de séquence finale, je dirais, sur ce parcours qui est très intéressant, hein, mais qui peut-être pourrait être réétudié en rapport avec, en rapport avec le vrai parcours des dernières années. C'est une suggestion que je fais. Bon, on sait que la World DB en propose des variants et voilà. Bon, pour cette fois-ci, j'ai laissé les fichiers du jeu, mais à l'avenir, je pense qu'il serait plus opportun de jouer à travers la Flandre qui soit un tout petit peu plus ressemblant au parcours des dernières années. Voilà, je laisse les spécialistes regarder ça et donner leur avis,
Mais bon, moi j'ai déjà eu la curiosité de regarder quel était le profil IRL l'an dernier, par exemple, et j'avais été surpris du décalage. Après, ça reste tout de même des enchaînements avec en sortie de Paterberg là, hein, évidemment. Ça reste des enchaînements qui sont passionnants et qui sont tellement flandriens, totalement dans le sujet. Donc ça va, ça se prend, hein, mais voilà. On est donc en avance sur un groupe de poursuivants au sein duquel il y a quand même quelques coureurs respectables, hein, bien sûr. Tim Wellens va donner le maximum. Et puis ensuite, il s'écartera. Et on verra si Philippe Gilbert est en mesure ou pas de terminer. On aperçoit Moscon aussi qui semble dans un très très bon jour. Moscon qui, là, sur cette database, peut faire office de leader flandrien, évidemment, chez Ineos. Ça y est, voilà. Il est parti, Philippe. Il est parti, et si tout va bien, il est parti jusqu'à la victoire. Regardez, Moscon qui accélère là, pam. Il doit avoir une belle forme ce jour-là. Il doit avoir une belle forme du jour, parce que ses notes sont belles, mais ne sont pas non plus exceptionnelles. Et pourtant, il va tenir la dragée haute à Philippe Gilbert. On aperçoit Stibar aussi derrière, dans le groupe des poursuivants. Il faut gérer après la barre, hein, en effort. Quelqu'un me demandait récemment pourquoi est-ce que je mettais dans ces situations-là où j'ai un échappé, pourquoi est-ce que je mettais le type en relais et pourquoi est-ce que je ne le mettais pas en effort curseur. Je crois, mais là c'est sans certitude que je vais vous le dire parce que mais je sais qu'il y a des gens qui savent ces choses-là sur forum, groupe Eto, etc. et qui peuvent peut-être répondre de manière plus précise, mais à titre personnel, moi j'ai juste expérimenté que la descente de barre en effort relais pour un mec tout seul comme ça est moins forte, ça descend moins rapidement que si on se met en effort curseur. En tout cas, c'était un constat que j'avais fait et je suis plus dans la gestion de la barre pour aller jusqu'au bout dans des cas pareils, hein, plutôt que vraiment mettre un gros coup pour ensuite être en fringale qui paraîtrait vraiment pas opportun. Donc voilà, victoire de, victoire de Filou. Et ouf, le moral revient, voilà. Après, on sait que dans la réalité, il suffirait pas de gagner à travers la Flandre pour que Philippe Gilbert retrouve le moral. Sauf si il est en soutien total de Degenkolb et les mecs s'adorent et il est prêt à s'effacer. On peut tout imaginer au final, hein, parce que ça reste des rapports humains. Donc là, c'est le rendez-vous. Hein. C'est le rendez-vous pour moi essentiel de cet épisode. J'allais presque dire de cette première moitié de saison avec Paris-Roubaix, parce que pour moi, les deux courses les plus essentielles, c'est Tour des Flandres et Roubaix, avec quand même une belle importance aussi à Gand-Wevelgem, hein, notamment qui est quelque chose que je regarde, à Milan-San Remo également, où on avait eu mais ça je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'assez satisfaisant. Bon, objectif maximal, hein, que ce Tour des Flandres, qui, euh, qui, qui, qui va nous permettre en plus de jouer sur 3 tableaux, puisque on a l'outsider, le trublion, le feu follet Wellens, qui, sur un malentendu, selon l'expression consacrée, sur un malentendu, il oublie qu'il a aucune chance, il fonce. Voilà. Donc ça peut être le cas. Mais objectivement, pour connaître le jeu en mode extrême, en mode difficulté extrême, je ne crois pas tellement à Tim Wellens sur ce Tour des Flandres. Je crois davantage à Gilbert ou Degenkolb. Et d'ailleurs, si j'avais pas gagné les deux précédentes courses majeures flandriennes, GPE3 donc et Gand-Wevelgem, si j'avais pas gagné avec Degenkolb, je ne croirais qu'à Gilbert en fait sur le Tour des Flandres. Mais c'est vrai que là, avec une belle forme du jour, Degenkolb me semble en fait un vrai candidat pour peu qu'il arrive à s'accrocher dans les monts pavés, puisque la note de Vallon a quand même un impact, mais le plus 5 finalement vient surbooster John Degenkolb, c'est toute l'importance de la forme du jour. Hein. C'est-à-dire que vous avez un coureur qui exploserait peut-être, je sais pas moi, au niveau du Kreuzberg ou alors du vieux Quarmont, dernier passage, et en fait avec du plus 5, le mec va se retrouver en situation de pouvoir durer, bah après on verra jusqu'à quand, hein, c'est toute la question. Donc je vais protéger chacun des deux le plus loin possible. On voit Young Girls dans l'échappée, c'est assez excitant, c'est une très bonne chose. Merlier, Bossenhagen, Danielos notamment. Donc il y a
il y a du monde respectable, hein, vraiment, devant. Très bons coureurs. Et alors, est-ce que ça peut aboutir, quand on voit Jumbo-Visma qui roule comme ça pour Wout van Aert, c'est Nissan, on a toujours des doutes sur la manière dont peut aboutir une échappée. Regardez, il y a des gens qui ont un petit peu du mal à boucher le trou ici sur la réaccélération du peloton. On a toujours du mal à voir comment les échappées peuvent aboutir, les échappées au long cours. En gros, la Jackie Durand sur Tour des Flandres, c'est quelque chose qui paraît spécialement impossible, mais va savoir si après en mode normal ou difficile, enfin surtout normal, je pense qu'on peut le faire, hein. Mais c'est en extrême que vous avez une IA qui est tellement agressive en vérité que avec cette suragressivité, c'est impossible en vérité de réaliser certains trucs, quoi. Et certains scénarios de course qui nous sont interdits, pour ainsi dire. Alors là, j'ai fait rouler John Degenkolb parce que je vous dis, je suis un peu en traitement égal avec celui que je donne à Gilbert. Savoir que pour moi, c'est vraiment du 50-50 au départ de la course. Je ne veux pas non plus oublier Philippe Gilbert pour une potentielle victoire ici. Donc on économise les deux, voilà, c'est tout ce qui compte. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe dans le tout final de l'histoire, même si plus 5 des Degenkolb, ça donne des idées. Valais, un petit peu pris sur ce coup-là, et on arrive là pas très loin d'un enchaînement crucial. Voilà, le crucial, c'est maintenant. Allez, voilà, du coup, il va se faire ramener ici, hop là, qui va lui permettre de nous protéger avec le peu d'énergie qui restera encore, mais toute la plus fine goutte d'énergie est toujours bonne à prendre, et donc je m'en réjouis. Allez, Wellens va bosser. Attention, vous avez vu passer quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un qui s'annonce un peu comme le Alaphilippe de PCM 2020 sur Flandrienne, c'est Wout van Aert. Wout van Aert est parti, il a donc tenté de sortir un petit peu de loin, ce qui peut ne pas être un mauvais calcul, hein, si jamais il trouve du soutien dans l'échappée par exemple. Ouais, sauf que là on l'a repris. On voit que donc il y a eu l'intelligence virtuelle de tenter, mais de s'arrêter pour garder ses forces pour plus loin. Ce qui est quand même très bien joué. Et non pas de se brûler comme on l'a déjà vu. Moi je l'ai déjà vu, un Van Aert précisément sur une étape de Tour de France de pavé, qui honnêtement pouvait viser la victoire sur cette étape-là, mais qui avait, je crois que c'était sur PCM 19 ou 18, mais qui s'était brûlé totalement en tentant une échappée de loin. Bah là, il s'est ravisé et donc il garde toutes ses chances. Donc c'est excellent comme adaptation parce que finalement, voilà, regardez, ça retente, ça gagne. Attention, ça part. C'est très dangereux pour nous, ça, parce que si ces 5 hommes collaborent et partent d'aussi loin, à ce moment-là, on peut avoir un scénario qui se retourne contre nous. Heureusement qu'il y a eu cette échappée reprise, ce qui a fait que finalement les hommes se sont arrêtés, plus personne n'a souhaité rouler. Je vais demander à Wellens de se crever, hein, quelque part pour terminer voilà, pour lui c'est plus ou moins terminé, hein. Mais regardez, là, passage très important. Ok, il va donner tout ce qu'il avait en protection. Et c'est Gilbert qui va prendre Degenkolb dans sa roue. Je veux éviter en fait de subir une attaque à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur cette montée. Et du coup, allez, yes, Greg Van Avermaet qui tente, énorme. Il a été suivi par Stuyven. Bon, c'est pas mal ces petites attaques là, mais à la limite, ici en sortie de Kreuzberg, on en avait déjà. C'était l'attaque précédente qu'on n'avait pas sur les versions précédentes du jeu. Du coup, on a un homme devant, hein, regardez, on a un homme devant qui, bon, à mon sens, devrait abandonner là pour le coup l'effort solitaire, quoi. Là par contre, il aurait fallu peut-être se raviser, mais sait-on jamais, s'il lui en reste suffisamment dans les pattes. Le problème c'est que là, moi je vais faire rouler, hein. Je vais faire rouler et on va reprendre Greg Van Avermaet, hein, on va le reprendre. Regardez, Peter Sagan qui s'accroche dans la roue de Degenkolb et Gilbert. On a aussi Nassen, on a Wout van Aert, on a Greg Van Avermaet. On a du beau monde ici, on a du très joli monde, mais surtout on sort du vieux Quarmont en tête. Oh là 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 là, qu'elle est belle. Oh la contre.
La contre-attaque de Sagan. Alors, est-ce que cette contre-attaque peut l'emmener jusqu'au bout? Et moi, je suis pris par mes vieux réflexes de PCM 19 et j'ai tendance à me dire, ouais, vas-y mon grand, vas-y toujours. On est 2 derrière, on a peut-être les moyens de te reprendre, même si tu nous prends 1 minute ou je sais pas combien affiché par le jeu, parce que on sait que sur le final du Tour des Flandres, les écarts sont à manier avec précaution, hein, dans le sens où très très vite, 30 secondes se réduisent en 5 secondes de jeu. Donc à voir, mais en tout cas, on est dans le groupe qui poursuit Peter Sagan. On aperçoit l'activité d'Education First, on aperçoit Wout van Aert qui est présent. Attention à ne pas laisser trop de champ quand même à Peter Sagan, c'est pour ça que je me décide à y aller avec Gilbert. On a eu comme ça le bonheur d'emmener De Koenig Quickstep et derrière finalement ça se rassemble. Je pense qu'il serait bon de choisir la bonne roue, hein, vous avez vu, il faut choisir la bonne roue dans ces situations-là. Philippe Gilbert donc en mode je me dépouille, hein, on a bien compris que là j'ai fait un choix à ce stade-là. J'ai fait un choix parce que la vitesse de Degenkolb peut me permettre d'envisager pas mal de trucs. Et là, on va tenter carrément de déposer Sagan sur place. Ce serait énorme. Ce serait énorme l'attaque à 5 km. Mais regardez, Peter Sagan résiste plus que bien. Mais par contre, derrière, regardez, c'est planté. Derrière, c'est planté. Donc Gilbert dans la route de Van Aert. Ok. Et puis ils ont du mal à réagir. Ils ont du mal à réagir tout simplement parce qu'il n'y a plus de barre pour personne. Et là, c'est vrai que je vous avoue que à partir du moment où déjà Sagan était tout seul, Degenkolb le passe, Sagan revient. Ça veut dire qu'à mon avis, il a donné ses dernières forces sur ce coup-là. Calé un peu pendant 1 km ou 2 dans la roue de Sagan et derrière. C'est le départ pour la victoire en solo de l'ami John. Et derrière, voilà, on va sprinter parce que c'est le Tour des Flandres. Mais voilà, l'essentiel est devant. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire la 3e victoire sur course majeure flandrienne pour John Degenkolb. Et là, il n'y a plus de mots à ce stade-là. Hein. C'est-à-dire que même en gagner 1 sur 4, donc j'inclus Roubaix hein, dans les 4, même en gagner 1 sur 4 à l'avance, là, très très honnête, je ne pensais pas, en vérité. Je pensais à Philippe Gilbert. Ah oui, alors là, vous avez vu, c'est marrant parce que John Degenkolb participe la participation à une victoire, alors que les bonus en termes de morale sont meilleurs en cas de victoire. Vous voyez, ça c'est un petit truc qu'il faut régler à mon sens dans le paramétrage du jeu. Patch, hein, patch attendu pour ce type de détail, mais c'est pas grand chose certes, mais quand même, pour la satisfaction du coureur, c'est important. Et puis après, il y a ce Grand Prix de l'Escaut. Je vais vous montrer après un truc pas classique, je vais vous montrer le Pays Basque. Mais n'empêche que d'abord, Grand Prix de l'Escaut, pour ne pas oublier que c'est un objectif du sponsor. Il faut qu'on aille faire top 3, je crois, ou un truc comme ça là-bas. Et il y a une grosse participation, il y a Van Aert, il y a Sagan, il y a Trentin, il y a Sam Bennett. Il y a des gens en fait qui sont bien plus forts que l'équipe bis que j'aligne, puisque à 4 jours de Roubaix, il est hors de question de fatiguer John Degenkolb d'une quelconque façon. Voilà, je vais vous montrer la start list. Il y a Arnaud Desmar, il y a Debus, Kelir, Kort Nielsen également. Ça fait à l'arrivée quand même du monde. Jacobsen aussi, qui est un vrai candidat sur ce type de Jacobsen sur le Grand Prix de l'Escaut. Je pense qu'il a des références. Donc voilà, voilà le topo. Qu'est-ce qu'on fait avec une course pareille, avec des équipiers relativement faibles? Bah moi, ce que je me suis dit, c'est toujours la même. Hein. Oublie que t'as aucune chance. Mets en place ton sprint et après tu lâches rien et on voit. Je me suis décidé de jouer pour Klug. Voilà, je me suis décidé de jouer pour Klug avec Van der Sande en poisson pilote. Alors, on aperçoit Frison, Van Gouten qui ont fait le boulot, Valais aussi qui va le faire, mais il y a aussi surtout les Bora Hansgrohe de Peter Sagan qui ont vraiment pas mal d'activités, donc suspense. Donc là, ben, c'est très délicat. Hein. Très délicat. On voit que Sagan est assez bien placé, même s'il vaudrait mieux qu'il soit un petit peu en retrait. Il vaudrait mieux qu'il soit en 3e position, je pense, à ce stade-là. Toujours est-il que on va jouer notre coup à fond et c'est là qu'on va porter notre effort par Valais. Hein, vous voyez, Van der Sande également avec Klug.
Donc voilà, le projet est là. Qu'est-ce que ça va faire? J'attends aussi de voir le comportement de Viviani. J'attends de voir le comportement de certains sprinters de renom. Et puis on va aussi profiter des virages, hein, parce que les virages, mine de rien, dans un sprint, c'est un paramètre extrêmement intéressant. Regardez ici. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Matteo Trentin qui conteste, est-ce qu'il va s'imposer? Et incroyable mais vrai, Trentin n'en avait plus sous la pédale. Et derrière, bah, c'est la victoire pour Klug. Alors là, je suis surpris. Là, je ne vous cache pas que je suis surpris, mais quasiment, je suis surpris désagréablement. Parce que je considère qu'il n'est pas normal que Klug batte Viviani, même Bonifacio, hein, à un certain niveau. Sagan, bien évidemment. Je comprends pas que Wout van Aert ne se soit pas mêlé davantage à ce sprint, parce qu'il avait les capacités pour s'imposer, très nettement. Donc, ça mérite de revoir un petit peu tout ça, mais sous l'angle de vue peut-être de l'arrière, hein, et non pas à l'angle de vue Lotto Soudal. Donc regardez ce qui se passe. J'ai une hypothèse. Est-ce que la chute qui est intervenue un petit peu derrière, là voilà, n'a pas à un moment donné démobilisé? Sinon, autre hypothèse, c'est que Trentin est le seul à avoir suivi. Viviani aurait un peu tardé à réagir, et après c'est beaucoup trop tard. Donc en fait, c'est cet atermoiement, ce moment de flottement. Ah, c'est sûr que si le moment de flottement il est dans le dernier kilomètre ou à l'approche du dernier kilomètre, que voulez-vous y faire? Que voulez-vous faire? Donc je la prends juste comme elle est, c'est-à-dire comme une petite erreur de parcours, parce que jamais Klug n'aurait dû s'imposer. Je pense que top 5 eût été déjà un exploit phénoménal si jamais l'IA s'était comportée de manière régulière. Et ainsi, donc, bah, ce Grand Prix de l'Escaut ne restera pas dans les annales. Je l'ai proposé parce que c'était un objectif et parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a choqué. Hein, voilà, je le dis honnêtement. Donc ensuite, vous voyez déjà les images de la première étape. Alors c'est 2018, hein, Tour du Pays Basque 2018. De toute façon, il n'y aura pas de Tour du Pays Basque en 2020. Donc à partir de là, on va pas jouer le parcours 2020. Hein. Ça sert à rien. Donc le jeu m'a proposé 2018, j'ai pris, avec ce contre-la-montre prologue initial, avec d'énormes pourcentages au milieu, hein, notamment, hein, ça monte à 22% juste avant la bascule vers la descente. Victoire de Egan Bernal devant les spécialistes du style. Hein, et on est venu ici en observation. Je suis venu en observation totale sur ce tour du Pays Basque, avec pas la moindre ambition, si ce n'est peut-être essayer de gratter une victoire d'étape. Ouais, on sait pas trop en fait. On sait pas trop si on est capable d'en choper une, mais en tout cas, on fera les choses pour. Celui qu'on peut considérer comme le sprinter de l'équipe sur ce tour du Pays Basque, c'est De Beust, puisque c'est lui qui paraît avoir les meilleures garanties au niveau d'accélération et sprint, pour des étapes comme celle-ci par exemple, pour l'étape 2, mais vous verrez, c'est pas la seule fois où De Beust peut avoir sa chance. On va essayer de l'emmener le plus convenablement possible, mais vous voyez ici c'est très intéressant parce que on va se faire damer le pion, hein, je le spoil parce qu'à quelques secondes près, c'est pas bien important. Damer le pion par un spécialiste et un mutant du jeu, par Van Der Poel. Voilà ici. On aperçoit aussi Bevin qui a fait un magnifique final. On bat Matthews quand même, on prend une 5e place qui n'est pas déshonorante. C'est finalement de Wellens termine devant De Beust qui n'aura pas été en mesure de, de faire jouer sa vitesse quelque part. Et puis pour le général, sur ce coup-là, je vais jouer a priori pour Wellens, ça paraît légitime, même si Carl Friedrich Hagen est un coureur très très intéressant, avec ce 75 en montagne et ce 77 en montagne, 75 en vallon. Hagen est un coureur qui pour moi est à suivre. Il va y avoir comme ça, au cours de cette étape 3, un abandon, ben, un petit peu dramatique, puisqu'on perd Van Hauck. On perd Van Hauck sur ce coup-là. Vous voyez que le final, il est encore une fois propice à ce que les hommes les plus rapides se disputent la victoire. Je n'ai pas fait un résumé trop long de cette étape 3. Je pense que ce qu'on a envie de voir, c'est la toute fin, avec cette bosse. C'est du 5% à peu près, 4-5%. Donc 4-5%, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent passer et qui peuvent prétendre, à commencer par les punchers traditionnels de type
à la Philippe, de type Sharman, que sais-je, Valverde, hein, pourquoi pas, on voit Valverde qui se porte à l'avant, pourquoi pas éventuellement Mathieu Van Der Poel aussi sur ce type d'étape, on voit Valgren qui est très très bien placé, Lutsenko sans surprise, mais c'est quand même l'Espagnol, les champions d'Espagne en titre avec son joli maillot avec Movistar, qui est Valverde qui va s'imposer ici devant Valgren, Lutsenko, Van Der Poel. Ouais, pas mal, pas mal. Bevin, on voit encore qu'il fait un classement honorable. Euh, voilà, pas été en mesure de contester cette victoire, moi, avec l'équipe. C'est pas trop grave. Et étape 4, vous voyez qu'il va marquer un tournant dans l'année de l'Auto-Soudal. Hein, je l'annonce carrément. C'est un tournant dans l'année. Alors, dans quelques secondes, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai une image du coup qui est. Allez, j'étais en x8, hein, donc j'ai essayé de ralentir, tout ça, mais vous avez compris le drame. Le drame, il est là. Le drame, il est là, c'est Tim Wellens qui chute et qui abandonne. Donc, quand je dis d'impact sur l'année, c'est parce qu'en fait, là, la carrière, elle était faite notamment aussi pour aller disputer des Ardennaises avec Tim Wellens en leader. Hein. On va pas tourner autour du pot. Ben ouais, ben non. Voilà. Non, non, non. Tim Wellens va être blessé au début du mois de mai. Je vous parlerai plus tard de la réorganisation à laquelle je pense de ce fait. Mais en tout cas, il n'y aura pas de Tim Wellens sur ces Ardennaises qui auraient dû nous animer l'épisode suivant, ainsi que Paris-Roubaix quand même précédemment. Enfin, qui aurait précédé, pardon. Et donc, on va quand même jouer notre partition sur la fin d'étape. Vous voyez ici une montée en 2 temps qui est quand même principalement adressée à des punchers. Oui, mais voilà, Sander Armé est capable de faire un bon boulot, Marcinski également, Thomas De Gent aussi, pour essayer peut-être de mettre Hagen dans de bonnes conditions, parce qu'on sait que ce Tour du Pays Basque, il comporte à l'étape 5 une étape qui arrive au sommet, hein, et qui est presque à qualifier quasiment de montagneuse. En tout cas, elle s'en rapproche. De ce fait, je pense à Hagen pour le classement général à partir du moment où Wellens a malheureusement dû abandonner. Et il va se produire un truc relativement classique, mais c'est pas ça l'essentiel. Vous allez voir l'essentiel. Je vais le donner dans un instant. Simon Yates qui a failli venir nous disputer la victoire. Donc Hagen la bonif, on fait un tir groupé. Regardez, arrivé au compte-gouttes. Eh ben oui, les écarts vont être comptabilisés. Donc le jeu a progressé par rapport à ça. Donc là, on va réexaminer par contre les conditions de l'échappée et l'auto-soudal parce que ça aussi c'est à examiner. Je rapprocherai quasiment ça de ce qui s'était passé sur le Grand Prix de l'Escaut. Hein. Donc écart, c'est une grosse info. Les écarts sont comptabilisés. Ça s'était entendu ici ou là, je l'avais entendu, mais là, il y a une preuve. Il y a une preuve comme quoi les écarts vont être comptabilisés. Vous allez voir le classement juste après. Qu'est-ce qui s'est passé finalement là? C'est à un moment donné, l'ami Fulsang et Astana, qui peut-être qui m'a reconnu, il s'est dit allez, on va lui rendre la monnaie de sa pièce, on va on a tellement gagné avec lui on va laisser partir, on va lui offrir une victoire d'étape. Non mais je rigole, mais en fait c'est Astana qui à un moment donné arrête de rouler, hein. Et de ce fait, Roglic il est dépourvu et derrière ça a du mal à réagir. Alaphilippe est le seul qui prend en chasse la poursuite. Après Samonietz, il avait pris le bon wagon, mais trop seul par rapport à nous, on avait pris une belle avance. Du coup, ben voilà, on a compris. Victoire d'étape, en tout cas, on la prend, c'est toujours une bonne chose. Mais surtout dans des conditions qui nous rappellent quand même le jeu hein, sur les précédentes versions. Fracture du poignet pour Tim Wellens, ça brise le cœur, mais c'est ainsi. Et vous voyez, moi je choisis d'accepter ces choses-là, même si ça fout en l'air une campagne de classique, c'est pas grave du tout. C'est comme ça. C'est comme ça, donc on désengage évidemment Tim Wellens et on trouve des solutions alternatives qui n'ont absolument aucun rapport. Hein. Et puis à ce stade-là, je me dis, tiens, mais finalement, s'il revient juste avant le Giro, on pourrait peut-être modifier sa planif à la mi-team. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il peut être vraiment très très fort sur le Tour de France, avec cette première option qui est prépa à Tour de Suisse, championnat nationaux x2, et Tour de France vraiment à en pleine capacité de ses moyens pour Tim Wellens. Donc il peut être aussi une option qui est très très intéressante.
Vous verrez, à la fin de l'épisode, j'en proposerai une autre alternative. À voir, à voir. Je sais pas tellement pour laquelle j'opterai. Mais ce qui est certain, c'est que on va être dans le dur par contre dans cette étape 5. Parce que Carl Friedrich Hagen se retrouve deuxième au général, donc c'est passé un peu inaperçu, mais voilà, moi, je pense que certains l'ont vu. Deuxième à quelques secondes de Bernal, ce qui veut dire qu'en théorie, il y a une chance incroyable pour une potentielle victoire finale, surtout que l'étape 6 n'est a priori pas une étape sur laquelle on s'attend à des différences immenses, a priori. Oui, mais voilà, il se trouve que le pauvre Hagen déjà a perdu deux équipiers, hein, si on rentre dans l'optique de, si on est dans l'optique euh, de jouer le général, et puis surtout il a hérité d'une forme un petit peu mauvaise, hein, puisque vous voyez ici il a pris une forme négative. Donc au passage, on voit que le mec gagne l'étape 4, bon dans les circonstances qu'on sait, mais il gagne l'étape 4, il se retrouve deuxième du général, et finalement, il n'y a aucun impact sur sa forme du jour, hein, on est d'accord? Bon, certes, vous allez me dire, ouais, une petite blessure au dos là qui le trimballe, mais voilà, je voulais lui donner des jours de course parce que sinon il n'aurait pas été prêt pour le Giro et c'est une blessure légère, mais c'est ce qui va faire finalement, en tout cas, cette forme négative et aussi le manque d'équipier bah, va nous empêcher hein, d'être concurrentiel. Voilà, il va craquer. Mon pauvre Hagen que je commence à bien aimer. Il va craquer, il va laisser la victoire se disputer entre Issaguirre et Egan Bernal devant, Michael Woods aussi qui est venu se faire une place sur le podium, et l'addition est très très lourde pour Hagen, donc, qui disparaît, vous allez voir, il disparaît du top 10. Hein. Il disparaît du top 10, il prend très très cher, il prend une 46, ce qui est très très lourd. Voilà, bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave du tout, mais il a pris cher. Il a pris cher l'ami, et du coup, étape 6, qui peut-être recèle un peu moins d'intérêt, hein, au final, elle est sympa, hein, mais vous allez voir qu'un intérêt, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un, c'est un intérêt sur le comportement de l'IA. Voilà, sinon, j'aurais escamoté, j'aurais fait un résumé très court de celle-là, mais il va y avoir un truc qui est à noter, qui arrive hein, des fois sur Tour du Pays Basque, qui est une course très dense, très homogène, hein, avec des leaders très très nombreux et très très forts et des équipes finalement. Un plateau incroyable toujours sur Tour du Pays Basque. D'ailleurs, petite réflexion, Mats Pedersen présent sur le Pays Basque, alors qu'on a le Tour des Flandres et avant et Paris-Roubaix après, pour moi c'est une hérésie. Hein. Et Van Der Poel également qui est présent sur le Pays Basque, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une hérésie également. Quoi. Il n'a pas à aller sur le Pays Basque alors que se joue Paris-Roubaix quelques jours plus tard. C'est du grand n'importe quoi. Mais si on met ça de côté, ce que je voulais montrer sur cette étape-là, c'est à quel point les choses vont s'accélérer très rapidement dans l'étape. On est fort loin de l'arrivée, et j'ai eu toutes les peines du monde à raccrocher de Ghent dans le wagon des favoris. On voit que ça a roulé très très fort. Après, je vais réussir à recoller avec Hagen, mais Hagen le pauvre, il accuse un -3 ce jour-là. Donc il aura vraiment pas été servi par la forme à la fin. Puis là, il y a une petite scène qui est plus ridicule et rigolote qu'autre chose. C'est De Ghent qui essaie d'attaquer alors que David Gaudu mène le peloton. Et alors David Gaudu, c'est plus fort que toi, hein, voilà. C'est un truc de fou. Donc en plus De Ghent n'est pas l'archétype du coureur qui brille par son accélération. C'est plus un coureur qui joue sur d'autres registres en fait. Et c'est ainsi qu'on va se faire mais totalement laisser sur place. Regardez comme ça part devant. Bourgman, Woods, Pinot, Alaphilippe notamment, Dumoulin, Bernal, Issaguirre, voilà. Les tout meilleurs sont à l'arrivée de cette étape 6. De Ghent a fait ce qu'il a pu, et ça n'aura pas suffi pour assurer même un top 10 de général, hein, je veux dire final. N'aura pas été assuré, on aurait été 12e. Il n'y avait pas d'objectif sur cette course, mais j'aurais bien aimé accrocher le top 10. Peu importe, en fait, ça n'a aucune importance. L'information capitale, c'est la perte de Wellens pour un mois hein, environ. Et ça, c'est quand même particulièrement gênant, puisque on va devoir se reconfigurer. On voit que les objectifs Lotto-Soudal, on les a remplis, mais c'est un miracle. Hein. C'est un miracle, parce que les objectifs Lotto-Soudal, par défaut, ils étaient beaucoup trop élevés. Hein. N'importe quoi. S'il faut gagner tout ça pour satisfaire le sponsor, je ne fais pas un dessin. Hein. Mais bref, allez, c'est anecdotique. Non, ce qui est intéressant, c'est la suite.
c'est Paris-Roubaix, évidemment. Alors, Degenkolb ou Gilbert? On verra, mais à mon avis, ça s'annonce rude. Ça s'annonce très très rude en fonction des formes du jour, hein, essentiellement. Mais vous voyez, par exemple, mes Flandriens, ils sont modestes quand même, hein. Ouais, Valais, Frison, c'est des bons équipiers. Mais de là, je sais pas à combien ils vont sauter. Vous voyez, par exemple, à mon avis, à 50 bornes, il y a presque plus personne, quoi. Il y a Degenkolb et Gilbert, hein, 50 bornes de l'arrivée sur le Vélodrome, hein. Donc, en se projetant sur Paris-Roubaix, on voit pas mal de soucis éventuellement. Euh, les Ardennaises aussi vont être délicates à gérer, mais vous voyez, j'ai aussi une autre option, c'est faire participer Wellens au Giro une fois qu'il sera remis. Je vous ai mis la durabilité des pics pour Degenkolb et Gilbert. À mon avis, ça va jusqu'à l'Amstel, mais pas nécessairement au-delà. Donc ça laisse bien des interrogations pour la suite qui risquent d'être beaucoup moins drôles que ce qu'on a vu là. Mais c'est aussi sympa de faire avec les aléas. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.